Salut à tous et bienvenue ici Philian Justa du cabinet Philian Justa Strategy Consulting. Alors nous sommes concentrés pour développer le cinquième et le sixième module de notre formation dénommé comment est-ce que vous pouvez optimiser la gestion financière de votre entreprise ou bien comment est-ce que vous pouvez mettre en place une budgétisation dans votre entreprise et pouvoir gérer vos finances de façon optimale. Alors là, nous avons déjà développé les 4 premiers modules et nous sommes en train de continuer avec le cinquième et le sixième module afin que vous puissiez comme ça davantage maîtriser la gestion financière de votre entreprise et acquérir des nouveaux modèles de financement et d'investissement concernant votre projet. Alors, le cinquième module, comme je disais tantôt, on va parler de la gestion des risques financiers. Voilà, donc on avait déjà développé les autres modules précédemment. Parlant des autres modules, on avait parlé par exemple des bilans, des comptes, des résultats et on avait aussi parlé de plusieurs autres choses. Oui. Donc là maintenant, on va parler des risques, on parle du risque de crédit, on parle des risques de marché et on parle aussi des risques liés aux investissements. Oui, maintenant, concernant le risque de crédit, c'est quoi d'abord un risque de crédit? On parle de risque de crédit lorsque le débiteur ne rembourse pas ses dettes et ses obligations financières. Cela peut dû au fait que le débiteur en question est soit endetté ou bien a fait faillite ou bien lorsqu'il a des difficultés financières ou bien lorsque le débiteur en question est décédé. Donc, c'est un risque que plusieurs personnes, lorsqu'ils se lancent en projet, il faut évaluer ce risque-là parce que vous pouvez prêter de l'argent à quelqu'un. Par exemple, supposons que vous êtes une institution financière. Pour prêter par exemple de l'argent à un client de votre banque, vous devez évaluer des risques. Quels sont ces risques-là? Est-ce que la personne est par exemple malade? Parce que si la personne a une maladie grave, vous devez évaluer un risque qui, bon, on ne souhaite pas, mais vous devez déjà évaluer un risque à ce que peut-être, on ne sait jamais, la personne peut arriver à décéder. Et en évaluant ce risque-là, ça vous permet de prendre des dispositions pour pouvoir voir quel montant est-ce que vous pouvez effectuer comme prêt à cette personne ou bien à ce client de votre banque. Voilà. Donc, c'est ça. Vous devez aussi savoir que lorsque une personne vous prête de l'argent dans votre... lorsque vous partez faire un prêt dans une institution financière, les banquiers vont faire des analyses sur votre projet pour voir est-ce que votre projet est fiable, est-ce que votre projet peut tomber en faillite, est-ce que votre projet est bien structuré, est-ce que votre projet a de la demande, est-ce que parce que tout ça, ils étudient tout cela avant de vous octroyer des prêts. Parce qu'on ne donne pas des prêts n'importe comment. Et il y a aussi des garanties qui sont mises en place pour pouvoir octroyer des prêts à toute personne. Donc, vous devez prendre en compte cela afin de savoir que lorsque vous voulez, par exemple, gérer les risques de votre entreprise, vous devez savoir que il y a plusieurs facteurs en place, que vous soyez celui qui a contacté le prêt ou bien que vous soyez la personne qui doit octroyer ce prêt-là. Vous devez mettre en place, vous devez être capable de savoir évaluer les risques en cas de faillite, en cas de difficulté financière et évaluer aussi les risques au cas où la personne est incapable de payer les dettes. Voilà. Donc, il faut prendre en compte cela. Et ça, c'est beaucoup plus dans le cas où, c'est généralement les institutions financières comme les banques, les investisseurs et les entreprises qui accordent des prêts ou des crédits. C'est généralement ce type d'entreprise-là qui est impacté par ce genre de risque de crédit-là. Parce que les banques vont analyser cela avant de vous donner des prêts. Les investisseurs vont aussi analyser ce côté-là avant d'investir dans votre projet. S'ils investissent dans votre projet, si vous ne remboursez pas, quelle est la probabilité, quel est le risque que vous ne remboursiez pas le prêt ou bien le montant qu'ils ont investi dans votre projet? Les investisseurs analysent ça, les banquiers analysent ça, ou bien toute personne prête à pouvoir vous octroyer des crédits analyse cela. On ne vous donne pas de l'argent au hasard lorsque vous voulez lancer une activité. Donc, sachez que si vous obtenez un prêt, sachez qu'il y a eu des études au préalable qui ont été menées et qui vous ont donné une certaine crédibilité afin que vous puissiez bénéficier du dit financement en question. Oui. Donc, concernant par exemple le cas de EB Digital Group, nous avons eu à... Bon, c'est vrai que lorsqu'on démarrait, on a démarré d'abord sous fonds propres. À un certain niveau, on était obligé de pouvoir prendre des prêts ou bien prendre des crédits pour
pousser notre entreprise à une certaine échelle. Donc, à un certain niveau, vous avez besoin soit de prendre des prêts ou bien de concocter de contacter des investisseurs afin qu'ils puissent mettre de l'argent dans votre projet pour que vous puissiez mieux le développer et pour que vous puissiez faire croître vos activités. Donc, c'est extrêmement important. Et pour qu'on vous octroie cela, eux, ils font des analyses, ils mesurent le risque associé à cela avant de vous donner ou bien avant d'investir dans votre projet ou pas. Oui. Donc, ça, c'est juste un exemple. Et on va aussi parler du risque de marché. C'est quoi les risques du marché? Le risque du marché, c'est un risque que la valeur d'un investissement ou d'un actif financier diminue en raison des fluctuations du marché. Voilà, c'est-à-dire, vous avez, généralement, c'est beaucoup plus lorsque vous faites, par exemple, du trading. Vous allez constater que vous achetez, par exemple, un actif financier et par rapport à certains événements économiques, par exemple, la guerre en Ukraine, vous savez que lorsqu'il y a eu guerre en Ukraine et la guerre, je pense, elle n'est pas toujours finie, cela a un impact direct sur l'économie mondiale. Vous allez constater que le prix, par exemple, de la farine a augmenté beaucoup plus pour les pays qui faisaient l'importation de la farine de l'Ukraine, par exemple, pour l'Égypte, un pays comme l'Égypte, par exemple, qui avait l'habitude d'importer beaucoup de farine et s'est vu drastiquement en train de dépenser beaucoup plus parce qu'il y a eu crise sur le plan alimentaire. Du coup, les prix des denrées, les prix des importations ont augmenté avec la guerre en Ukraine. Donc, maintenant, ça c'est pour pouvoir, ça c'est, et pour investir, vous voyez que l'actif, bon, je prenais le cas du trading, il ne faut pas qu'on se perde un peu. Quand on prend par exemple le cas du trading, vous allez acheter un actif financier, vous allez voir qu'en fonction des événements macroéconomiques, l'actif va soit par exemple baisser, perdre en valeur ou bien augmenter en valeur. Et pour cela, donc, vous devez donc évaluer le risque là, vous devez évaluer le risque sur cet actif là afin de pouvoir prendre des positions d'achat. Oui, donc c'est ça. Par exemple, le Bitcoin, c'est vrai qu'à un certain niveau, le Bitcoin a atteint les 100 000 $. Mais déjà, vous voyez qu'à un certain niveau, ça a encore chuté dans les 90 000 $. Donc, c'est tout ça. Et quand ça chute ou bien quand ça augmente, ça dépend de certains facteurs, de certains critères qui sont mis en place. Par exemple, le Bitcoin a pris de la valeur à un moment parce que, par exemple, premièrement, Elon Musk et Donald Trump étaient beaucoup plus enclins à pouvoir investir dans les crypto-monnaies. Et du coup, ça a pris de la valeur. Et certains événements ont aussi fait à ce que, entre-temps aussi, le Bitcoin a aussi perdu en valeur. C'est vrai que pour le moment, sa valeur est en train d'être... ça fluctue, en fait, ça fluctue. C'est-à-dire, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Donc, on peut dire qu'avant d'investir, vous devez évaluer les risques du marché en achetant un actif. Un actif, ça peut être plusieurs, que vous faites par exemple du trading sur le forex, c'est-à-dire le marché des changes, que vous faites par exemple le trading des actions, que vous faites par exemple le trading des crypto-monnaies, que vous faites par exemple, que vous fassiez par exemple, vous investissez en bourse de façon globale, vous devez analyser le risque sur chaque actif que vous achetez ou bien que vous voulez vendre. C'est pour ça qu'on parle à un certain niveau de l'analyse technique ou bien de l'analyse fondamentale. L'analyse technique qui est liée généralement au graphique, à l'étude du graphique et des comportements du marché par le passé afin de prendre des prévisions sur ce qui va arriver. Et quand on parle de l'analyse fondamentale, vous utilisez les journaux, vous allez utiliser l'actualité, vous allez suivre l'actualité afin de prendre vos positions sur le marché des échanges, des devises, sur le marché des actions et tout. Donc, c'est ça en fait. Bon, il tient aussi à rappeler que dans le cas de l'entreprise EB Digital Group, nous avons aussi ce volet formation en trading. Là, vous pouvez le voir même derrière notre roll-up, c'est-à-dire on est aussi en train de s'immerger dans le trading parce que tout ce qui concerne le numérique nous intéresse et on s'active au fur et à mesure pour pouvoir savoir davantage comment est-ce que les choses fonctionnent sur sur la majeure partie des business liés au numérique, que ce soit le SMMA. Quand il parle de SMMA, il parle des agences de communication. Quand on parle de trading, on parle du marché du forex, des actions, des liquidités.
quand on parle aussi de tout ce qui est montage vidéo, de tout ce qui est infographie, de tout ce qui est NFT, tout ce qui est crypto-monnaie. Voilà, donc on s'intéresse aussi davantage à cela parce que ce sont des marchés où les gens embrassent énormément d'argent et pourquoi pas ne pas aller aussi là-bas pour pouvoir gratter aussi quelque part du marché en question. Oui, donc c'est ça. Et vous devez aussi savoir que le risque des marchés se produit en raison des changements des conditions économiques, des taux d'intérêt, des cours des actions et des obligations, comme je le disais tantôt. Vous devez savoir aussi que le risque des marchés peut affecter de façon drastique les investisseurs, les banques et les entreprises qui investissent dans les actifs financiers. Voilà, donc, vous savez qu'il y a plusieurs investisseurs qui investissent aussi généralement en bourse ou en trading. Et généralement, quand ils ne prennent pas des risques, quand ils ne font pas les analyses pour prendre des risques adéquats, ils peuvent perdre beaucoup d'argent. Mais s'ils font des analyses, c'est vrai qu'on ne peut pas dire que certaines analyses sont fiables à 100%, mais il faut toujours faire des analyses avant de prendre des positions, que ce soit sur le marché du forex, que ce soit sur le marché, que ce soit dans le trading de façon globale. Parce qu'il y a aussi des banques qui font du trading, c'est-à-dire ils vont trader des actions sur le marché financier pour pouvoir gagner de l'argent et beaucoup de banques le font davantage. Les entreprises qui investissent dans les actifs financiers de façon globale sont beaucoup plus impactées par le risque du marché. Voilà. Donc, c'est quelque chose que vous devez savoir. Et on va aussi parler de risque opérationnel. C'est quoi un risque opérationnel? Il s'agit en fait, on parle de risque opérationnel lorsque les activités ou les processus internes d'une entreprise ne fonctionnent pas correctement, ce qui peut entraîner des pertes financières ou une atteinte à la réputation de l'entreprise. Voilà, donc lorsque vous avez une entreprise dans laquelle vous avez une défaillance au niveau du fonctionnement, par exemple les processus ne fonctionnent pas de façon adéquate. Par exemple, il y a des gens, bien vos employés, bien vos collaborateurs, ne suivent pas les processus, que ce soit par exemple dans la vente, la conversion de la clientèle, que ce soit par exemple dans le marketing, c'est-à-dire tout n'est pas structuré. Parce que dans une entreprise, tout doit être structuré. C'est même d'abord ça l'entreprise, la structuration. Parce que lorsque rien n'est structuré, il y aura beaucoup de problèmes de management, de vente, de croissance de l'entreprise. Et c'est ça qui fait et c'est ça qu'il faut évaluer dans le risque opérationnel. De telle sorte que les processus internes de l'entreprise ne fonctionnent pas. Qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir remédier à cela? Oui, parce que si vous ne le faites pas, ça peut entraîner des pertes financières dans le cadre de votre projet ou de votre entreprise. Et cela peut nuire à la réputation de votre entreprise. Donc, vous devez faire une analyse sur les risques opérationnels. Si je lance par exemple mon projet, quelles sont les capacités ou bien quelles sont les conditions qui peuvent faire à ce que l'entreprise tombe en faillite? Vous devez les évaluer. Est-ce que ce sont des problèmes de financement? Est-ce que ce sont des problèmes liés à la ressource humaine? Parce que vous pouvez aussi avoir des personnes avec qui vous travaillez, mais qui ne sont pas compétents. Vous allez investir là, mais vous n'aurez pas assez de résultats. Par exemple, des mauvais vendeurs, des personnes qui ne sont pas compétentes dans leur domaine, des personnes des personnes qui n'ont pas de la qualification dont vous avez réellement besoin pour pouvoir faire avancer votre structure. Quand vous avez dans ce cas-là, vous savez que votre entreprise aura des difficultés. Et vous devez analyser ce risque-là pour savoir, par exemple, au cas où j'ai du personnel qui n'est pas adéquat, je dois mettre en place des sessions de formation pour pouvoir augmenter leur niveau et leur permettre d'être rentable dans l'entreprise. Donc, vous devez déjà analyser cela. Parce qu'il y en a, quand vous recrutez des personnes, vous croyez qu'ils sont déjà compétents et lorsqu'ils ne vous produisent pas des résultats, vous les renvoyez. Sans savoir qu'il peut arriver, ils ne produisent pas des résultats et que bien avant, vous avez mis des volets formation pour pouvoir leur permettre à faire croître leur niveau. Là, ça vous permet déjà de pouvoir avancer et structurer déjà comment est-ce que les choses peuvent marcher au cas où rien ne se passe comme prévu. Voilà. Donc, le risque opérationnel peut se produire en raison des erreurs humaines, de défaillances techniques, des problèmes de gestion. Voilà, c'est-à-dire des erreurs humaines. Vous avez un employé ou bien un collaborateur qui n'a pas fait ce qu'il faut, comme il faut, et du coup, ça vous gâte un produit, ou bien ça vous gâte un service, ou bien ça vous fait perdre une vente. Ça, c'est un risque qu'il faut évaluer. Et quand vous évaluez ces risques-là, vous devez déjà mettre des solutions à côté pour pouvoir
pallier à ce problème-là en cas de... Lorsque ce problème survient, vous devez déjà mettre des solutions en place pour pouvoir le résoudre afin d'atténuer ces risques. Oui. Les défaillances techniques, vous pouvez avoir un appareil qui tombe en panne. C'est pour ça que généralement dans les entreprises, il y a toujours des fonds qu'on appelle des fonds de maintenance des équipements, c'est-à-dire des fonds d'amortissement. Par exemple, si un appareil qui vous fabrique des produits est en panne, vous devez avoir des fonds pour pouvoir changer des pièces, pour pouvoir par exemple acheter par exemple un nouveau appareil. Si advient que l'appareil qui vous fabrique vos produits est déjà gâté, vous devez déjà prévoir des fonds qui permettent à ce que si l'appareil ne fonctionne plus, que vous soyez à mesure d'acheter un nouveau appareil ou bien d'acheter des pièces de rechange pour pouvoir remettre au plus vite l'appareil afin de pouvoir faire tourner et fabriquer vos produits que vous pourrez commercialiser comme d'habitude. Donc, vous devez analyser tout cela et mettre tous les budgets en adéquation avec votre business en question. Le risque opérationnel peut affecter toutes les entreprises, quel que soit le secteur d'activité. Donc ça, c'est un risque qui touche toutes les entreprises parce que ce sont des risques qui sont généralement quasi... on ne peut pas les fuir en fait parce que ça peut survenir à tout moment. Vous pouvez, quand vous achetez par exemple un appareil, généralement vous ne pouvez pas... C'est vrai qu'il y a des appareils qui ont une certaine durée de vie que lorsque vous achetez pour pouvoir fabriquer vos produits, on vous dit ok, ça a une durée de vie de 5 ans. Mais généralement, vous n'êtes pas assez sûr de la fiabilité de ces informations-là. Vous pouvez acheter un appareil, on vous dit que ça a une garantie de 5 ans, mais en 2 ans, ça tombe en panne. Vous devez prévoir des fonds qui vont permettre de pouvoir amortir ce choc-là, c'est-à-dire changer des pièces ou bien acheter un nouveau appareil pour pouvoir faire fonctionner votre entreprise. Oui. Donc, oui, et les problèmes de gestion aussi, comme on parlait tantôt. Quand on parle de risques opérationnels, il y a aussi des problèmes de gestion. Vous pouvez avoir des personnes à leur poste, ou bien vous pouvez avoir des cadres que vous nommez chef, par exemple, direction commerciale, voici le chef, direction marketing, voici le chef, direction de la livraison, voici le chef. Et il peut arriver qu'à une direction, il y a par exemple des incongruités ou bien des personnes qui n'exercent pas bien leur rôle. Comment est-ce que vous pouvez faire pour pouvoir gérer cela? Vous devez analyser cela. Voilà. Donc, dans notre cas, IB Digital Group, généralement, on a beaucoup plus de problèmes que généralement avec nos monteurs vidéo ou bien avec nos graphistes parce qu'on travaille avec beaucoup de graphistes et beaucoup de monteurs vidéo qui sont là pour pouvoir développer bien, pour concevoir les vidéos de nos différents clients, pour concevoir les visuels de nos différents clients. Ces contenus-là vont permettre à ce qu'on puisse travailler sur l'activité de nos clients sur leur plateforme, que ce soit sur les réseaux sociaux, leur page Facebook, Instagram, sur LinkedIn et sur leur site internet. Oui, donc, et il peut arriver que le travail ne soit pas bien fait ou bien une vidéo est mal montée, un visuel a été mal monté. Sur ce point-là, on essaie maintenant de pouvoir savoir comment est-ce qu'on peut gérer de telle sorte que chaque partie soit gagnante, que ce soit le graphiste qui soit payé de façon conséquente ou bien... En fait, on va faire des contrats de telle sorte que si le graphiste ne travaille pas bien, il est payé de façon beaucoup moindre. En fait, il peut être payé lorsqu'il octroie un service de qualité. C'est-à-dire, on prend des risques ou bien on prend des mesures à ce que le travail puisse être délivré de façon adéquate. Cela nous permet aussi d'avoir une certaine crédibilité et d'augmenter la confiance chez nos différents clients. Voilà. Donc, vous devez travailler sur la gestion de vos équipes. Vous devez travailler sur la gestion de vos équipes. Ça entre dans le risque opérationnel. Quelle que soit l'entreprise dans laquelle vous êtes, vous serez confronté à pouvoir analyser les risques opérationnels de votre projet. Oui. Il existe encore plusieurs autres types de risques comme les risques réglementaires liés aux lois en vigueur dans votre pays. Par exemple, quelles sont les lois qui peuvent nuire de façon concrète
à l'avancement du projet dans votre pays en question. Parce que dans certains pays, dans plusieurs pays, les réglementations sont différentes. Et en fonction du pays où vous allez installer votre produit, vous devez généralement prendre le temps d'analyser les lois en vigueur concernant le business dans le pays en question. On ne part pas dans un pays et on lance un business sans au préalable analyser la réglementation. Quelles sont les lois qui régissent l'activité dans laquelle vous voulez vous lancer dans ce pays-là? Est-ce que ces lois-là sont en conformité? Est-ce que ces lois-là vont en conformité avec le business que vous voulez lancer? Est-ce qu'il y a par exemple des allègements fiscaux? Voilà. Est-ce que par exemple, quelles sont les lois, les lois qui peuvent être un frein à l'avancement de votre projet dans ce pays-là? Vous devez analyser cela avant de pouvoir lancer le projet en question. Sinon, vous allez lancer un projet et le fermer du jour au lendemain parce que vous n'avez pas toute la réglementation autour de ce projet-là. Voilà, ce n'est pas pour rien que plusieurs entreprises font appel aux avocats lors de leur création. C'est pour pouvoir analyser tout ça avant de mettre le budget, avant de mettre le business dans ce pays en question. Voilà. Donc, il y a aussi les risques liés à l'environnement. C'est-à-dire, vous allez voir beaucoup de personnes, lorsqu'ils lancent un projet, ils vont par exemple faire une étude sur le terrain, que ce soit par exemple un bâtiment. Si vous faites par exemple dans l'immobilier, avant de construire un immeuble où vous allez mettre en location, vous allez étudier d'abord le sol, vous allez étudier la zone où vous allez implanter l'immeuble en question. C'est vrai que ce sont des études techniques et ça se fait déjà par les entreprises agréées en BTP, mais ce sont des choses que vous devez analyser au préalable. Est-ce que s'il bâtit l'immeuble dans ces zones en question, quel est le nombre d'années que cet immeuble peut faire avant de s'abîmer, avant de se dégrader? Voilà, donc ça entre en fait sur les risques environnementaux. Voilà, les risques environnementaux, autant pour moi. Quand on parle, il y a aussi les risques liés à la technologie. Parce que les technologies sont en train de venir faire disparaître plusieurs business. Aujourd'hui, le business des copywriters, par exemple, a complètement disparu. Ou bien ceux qui sont encore copywriters utilisent maintenant beaucoup plus d'intelligence artificielle pour pouvoir perfectionner déjà ce qu'ils font. Mais aujourd'hui, vous n'avez plus forcément besoin d'un copywriter si vous avez besoin de créer du contenu ou bien créer des textes de vente, des messages publicitaires pour promouvoir le produit ou le service que vous êtes en train de vendre en question. Parce que les intelligences artificielles vous produisent des textes de qualité, des textes de vente de qualité et des textes qui peuvent vous permettre de convertir plusieurs personnes. Chose que bien avant, on avait besoin de copywriters qui étaient là pour pouvoir structurer tout ce schéma de vente-là afin de susciter l'admiration chez la clientèle. Aujourd'hui, la technologie est en train de mettre de côté ce business. Il y a aussi, par exemple, les monteurs vidéo. Avant, vous avez besoin d'un monteur vidéo. Aujourd'hui, il y a des intelligences artificielles qui sont en train de détruire le business du montage vidéo. Vous n'avez plus forcément besoin d'un monteur. Vous mettez juste un prompt dans une intelligence artificielle et on vous produit une superbe vidéo prête à être utilisée à l'instant présent. Généralement, vous pouvez encore faire juste quelques petites modifications, mais il y a des intelligences artificielles qui vous produisent des vidéos impeccables que même une personne physique ne serait pas à mesure de pouvoir la produire. Donc, il y a le business des monteurs vidéo qui est en danger. Il y a le business des marketeurs, des copywriters, il y a le business même des infographistes qui sont en danger, des créateurs de logos, leur business est aussi en danger. Donc, et vous devez analyser ce risque-là. Ça entre dans les risques liés à la technologie. C'est-à-dire, vous devez, avant de lancer un business, vous devez analyser les risques liés à la technologie. Quelle est la technologie qui peut faire couler mon business actuellement? Ou bien quelle est la technologie qui peut me faire tomber en faillite dans le business dans lequel je suis en train de me lancer à l'heure actuelle? Vous devez analyser tout cela avant de vous lancer en question. Voilà. Donc, c'est ça. Et aussi, vous devez savoir que à part, mais c'est beaucoup plus le risque de crise, le risque de marché et le risque opérationnel. Ce sont beaucoup plus ces trois types de risques-là qui sont beaucoup plus confrontés par les entreprises. Voilà.
Donc maintenant, on va passer au sixième volet qui consiste à l'investissement et au financement. Vous devez savoir qu'il existe plusieurs types d'options d'investissement et de financement d'une entreprise. Et on va parler d'abord premièrement des options de financement pour pouvoir pousser votre entreprise à une certaine échelle. Parce que lorsque vous êtes en train de développer votre projet, il peut arriver un certain temps où vous n'avez plus assez d'argent. Le projet peut être rentable, mais il vous faut de l'argent pour pouvoir mieux faire avancer ce projet-là. Et pour avoir de l'argent, vous avez besoin de financement. Et premièrement, vous pouvez bénéficier d'un prêt bancaire. C'est-à-dire les banques peuvent proposer des prêts à taux d'intérêt fixe ou variable pour financer vos besoins dans votre entreprise. Oui. C'est-à-dire, on va vous prêter par exemple 10 millions à un taux d'intérêt, par exemple de 10% de 2% sur un an. Ça dépend de la banque en question. Et ça dépend de la banque en question et de leurs conditions de prêt. Oui. Donc, il y a les prêts bancaires que vous pouvez bénéficier pour pouvoir financer votre entreprise. Il y a aussi des lignes de crédit que vous pouvez bénéficier pour pouvoir développer votre entreprise. Quand on parle de lignes de crédit, ce sont des prêts réutilisables qui permettent à l'entreprise d'emprunter de l'argent jusqu'à un certain montant bien déterminé. C'est-à-dire, si vous êtes dans une banque et qu'on vous met un montant de 10 millions de francs, une ligne de crédit de 10 millions de francs, vous pourrez prêter de l'argent jusqu'à maximum 10 millions de francs pour pouvoir développer votre activité. Donc, il y a des banques qui octroient ce type de financement là, on appelle ça des lignes de crédit. Beaucoup de personnes en bénéficient dans certains contextes. C'est vrai en Afrique subsaharienne, beaucoup d'entrepreneurs ont encore des problèmes au niveau du financement de leur entreprise, mais en Occident, par exemple, beaucoup en bénéficient, que ce soit des lignes de crédit, que ce soit des prêts bancaires. En Afrique subsaharienne, il y a quelques minorités qui bénéficient des prêts bancaires, mais trop de tracasseries, trop de trucs à mettre en gage, à mettre, généralement ils appellent ça des garanties. Il faut trop de garanties et généralement ça fatigue trop de personnes. Oui. Donc, il y a ce qu'on appelle aussi le factoring. Le factoring, en fait, consiste à vendre des créances à l'entreprise, vendre les créances de votre entreprise à une société de factoring qui se charge de recouvrer les dettes. C'est-à-dire, vous avez une entreprise dans laquelle vous êtes allé dans une banque prendre un prêt et ce prêt-là vous a permis de développer votre entreprise, mais sauf qu'à un certain niveau, à la date de remboursement de la dette, vous ne parvenez pas à rembourser la dette en question. Ce qui se passe, c'est qu'il y a une entreprise de factoring qui va venir en question, vous se prendre en charge de payer cette dette-là, et maintenant lorsqu'elle paye cette dette-là, maintenant elle peut maintenant prendre des parts dans votre elle peut prendre des parts dans votre entreprise, bien racheter même toute votre entreprise, ou bien faire un contrat avec vous qui vous permet de rembourser la dette, votre dette qu'elle a payée, par exemple sur 2-3 ans avec des taux d'intérêt considérables. Donc, généralement, ce sont des entreprises de factoring qui peuvent aussi vous aider dans ce cadre-là, dans la mesure où vous avez un projet rentable, mais dont vous ne parvenez pas à rembourser votre dette le moment venu. Donc, il y a ces systèmes en place là qui vous permet de pouvoir atténuer cela. Oui. Donc, c'est ça. Et une autre méthode aussi, c'est le leasing. Quand on parle de leasing, ça permet à l'entreprise de louer des biens ou des équipements pour une entreprise à une durée déterminée. Et c'est un exemple très typique des espaces coworking, c'est-à-dire si vous êtes un freelanceur, vous êtes un organisateur de conférences, un organisateur de formation, ou bien vous êtes graphiste, vous êtes monteur vidéo, vous avez généralement besoin des espaces coworking. En fait, si vous êtes freelance de façon globale, c'est-à-dire vous pouvez vous déplacer de part et d'autre à travers le monde pour travailler via Internet, vous avez généralement besoin des espaces de travail comme des espaces coworking où vous allez bénéficier d'une connexion Internet, vous allez bénéficier d'un local bien fait, des chaises bien faites, des salles de formation bien faites, de la climatisation et tout le matériel nécessaire qui peut vous permettre de pouvoir travailler de façon adéquate et vous rendre productif en fait. Donc, vous allez juste louer le local. Ça va dépendre des différents tarifs dont les promoteurs mettent à votre évidence.
Vous allez prendre un pack, ça peut être journalier, ça peut être mensuel, ça peut être annuel. Ça dépend de la durée à laquelle vous avez planifié pour travailler dans cette zone en question. Donc, c'est ça. On appelle cela le leasing et ça permet à des entreprises de louer des biens, des équipements pour une période bien déterminée. Et c'est vrai que dans le cadre de l'entreprise IB Digital Group, nous avons loué juste des locaux dans lesquels nous avons aménagé et mis nos propres matériels. Voilà, que ce soit les ordinateurs, que ce soit en fait tout le matériel nécessaire pour pouvoir travailler dans la communication. En fait, nous avons juste loué le local et nous avons équipé la salle, nous avons équipé tous les locaux en question pour pouvoir travailler de façon adéquate. Et l'autre point de financement, c'est le financement participatif ou le crowdfunding, c'est-à-dire en ligne, vous aurez des entreprises qui vont collecter des fonds auprès d'une communauté de contributeurs. Voilà, vous avez un projet qui a un fort potentiel de croissance. Vous allez communiquer dessus et des personnes vont venir y mettre de l'argent pour pouvoir développer votre projet en question. C'est ça qu'on appelle le crowdfunding. Vous allez créer une plateforme de crowdfunding et vous allez collecter des fonds pour pouvoir développer votre activité. C'est vrai que ce sont des concepts qui sont beaucoup plus développés en Occident. Ici en Afrique, très peu de personnes parviennent à pouvoir mettre de telles plateformes et de pouvoir les manager de façon à ce qu'elles puissent vraiment fonctionner de façon professionnelle. Mais ce sont des méthodes qui peuvent vous permettre de pouvoir financer de façon globale votre entreprise. Voilà. Donc, maintenant, on va parler des options d'investissement. Lorsque vous avez une entreprise, comment est-ce que vous pouvez faire pour pouvoir investir dans votre entreprise en question? Et qu'en parlant par exemple des investissements, il en existe plusieurs. On peut parler de l'investissement en capital. Lorsque vous voulez bénéficier de l'investissement en capital, comment est-ce que ça se passe en fait? Les investisseurs en capital injectent des fonds dans l'entreprise en échange des parts de capital. C'est-à-dire, des investisseurs sont des personnes qui ont beaucoup d'argent et qui cherchent des projets à fort potentiel rentable dans lesquels ils peuvent y mettre de l'argent pour booster l'activité et engranger des parts derrière ces investissements-là. Donc, c'est ça. Ça, c'est l'investissement en capital. Et lorsqu'ils investissent dans votre projet, il y a beaucoup de startups qui bénéficient des investissements. Et généralement, c'est pas gratuit, c'est un business. Un investisseur ne va pas venir mettre son argent dans votre projet et vous laisser partir. Bon, à moins que ce soit quelqu'un qui fait dans le social. Mais on n'est pas dans un monde où, généralement, quand on parle de l'argent, il y a toujours un but à gagner. On ne donne rien, rien n'est pour rien. Rien n'est pour rien en fait. À part si vous faites dans le social, là, c'est encore un autre débat. Mais lorsqu'un investisseur met de l'argent dans votre projet, généralement, il y a des parts que la personne va prendre lorsqu'il y a des bénéfices en jeu. Oui, donc c'est ça. Bon, dans l'entreprise EBS, on a bénéficié de un peu comme dit des investisseurs, mais ce n'était pas à fort échelle. Juste des personnes qui ont mis quelques pouces, mais qu'à un certain niveau, on était contraint de pouvoir travailler davantage et de leur donner des parts dans les bénéfices que nous réalisons au quotidien. Donc, à votre niveau aussi, vous pouvez aussi bénéficier des investisseurs. Vous pouvez aussi bénéficier de ce levier-là afin de pouvoir développer votre projet. Et comment donc faire pour avoir des investisseurs? Généralement, il faut participer à des conférences, il faut communiquer sur vos projets en ligne, il faut avoir un réseau d'entrepreneurs dans lesquels vous pouvez parler de votre projet. Et le fait d'être dans ces réseaux-là, ça vous permet de rencontrer d'autres personnes, vous entrez en connexion avec d'autres personnes et généralement, ça vous permet de bénéficier d'un investissement de la part de quelqu'un qui a quand même assez d'argent et qui est capable de pouvoir prendre des parts et qui croit en votre projet. Parce que pour investir même dans votre projet, il doit d'abord croire à ce projet-là. Et vous devez avoir une vision claire, précise. Il doit d'abord voir que le projet déjà fonctionne et voir déjà ce que vous réalisez déjà avec le projet afin même de mettre son argent à l'intérieur.
Voilà, donc c'est ça. Et il y a aussi les investissements en dette. Quand on parle d'investissement en dette, ça consiste à prêter de l'argent à l'entreprise en échange d'intérêts et des remboursements. Bon, c'est vrai que ça ressemble un peu à ce qui est, bon, en dette. Là, bon, quand on parle d'investissement en dette, c'est beaucoup plus, comme ils le disent, on peut prêter de l'argent à l'entreprise en échange d'intérêts et des remboursements. C'est-à-dire, on va vous prêter de l'argent à un taux d'intérêt de 2%, 3%, 4%, 10% sur un an, sur 2 ans. Ça va dépendre du contrat avec la personne en question. Puis, vous aurez des échelons, des échelonnements de remboursement. Par exemple, sur 2 mois, vous remboursez tel montant. Sur 3 mois, vous remboursez tel montant. Sur 5 mois, vous remboursez tel montant. Tout cela dépend en fait des conditions que vous mettez dans le contrat lorsque vous bénéficiez en fait de cette dette-là. On peut aussi vous parler aussi des fonds d'investissement. C'est quoi des fonds d'investissement? Les fonds d'investissement sont juste là pour pouvoir collecter des fonds auprès des investisseurs et ces fonds-là permettent à ces fonds d'investissement de pouvoir investir dans des startups, dans des entreprises afin de pouvoir gagner aussi de la marge lorsque le projet est en pleine croissance. Donc c'est ça, de façon globale, un fonds d'investissement. Et vous pouvez aussi bénéficier des investissements de ces fonds d'investissement. Voilà, donc c'est ça. Les prêts bancaires, les investissements en capital, les investissements en dette. Et aussi, vous pouvez aussi bénéficier de l'accompagnement des incubateurs et des accélérateurs d'entreprises. C'est-à-dire, ils peuvent soit vous accompagner sur la ressource technique, s'ils ont aussi quand même le côté financier, ils peuvent aussi vous appuyer. Ils peuvent vous appuyer au niveau du conseil en démarrage pour vous permettre de grandir davantage. Donc, ils vont vous offrir des ressources, ils vont vous offrir des conseils en entreprise et ça va vous permettre de grandir davantage. C'est ça, généralement, le rôle des incubateurs et des accélérateurs de start-up. C'est vrai que dans notre contexte, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a très peu d'accélérateurs de start-up et d'incubateurs en Afrique subsaharienne, mais ce sont des initiatives qui se développent de plus en plus dans les pays comme aux États-Unis, en Europe, de façon globale. Il y a des incubateurs et des accélérateurs de start-up. C'est vrai qu'en Afrique subsaharienne, c'est une tendance qui est en train de se développer un peu, et au fur et à mesure, on espère que de telles initiatives vont davantage grandir afin que beaucoup d'entrepreneurs ou bien beaucoup de personnes qui se lancent en business puissent comme ça bénéficier de l'accompagnement dont elles ont besoin pour pouvoir ne pas abandonner leur projet et pouvoir bénéficier aussi des conseils de ceux qui sont déjà lancés dans l'entrepreneuriat, soit dans le secteur d'activité, ou bien bénéficier du retour d'expérience d'autres secteurs d'activité afin de pouvoir prendre des précautions sur ce qu'on est en train de vouloir lancer. Oui, parce que quand on parle de business, généralement, il peut y avoir des parties où vous êtes confrontés à des mêmes situations et vous pouvez vous servir de ce qu'une personne a déjà vécu dans un business pour pouvoir prendre des précautions dans votre business afin de pouvoir ne pas être buté à un certain point. C'est pour ça qu'on dit généralement le réseau, quand vous voulez lancer une entreprise ou un projet, est très important. C'est pas pour rien que généralement on vous demande de participer à des conférences, aller à des formations. C'est pour bénéficier de tout ce background-là. Oui. Donc, maintenant, on parle aussi des investissements d'impact. Les investisseurs d'impact cherchent à générer des rendements financiers tout en ayant un impact social ou environnemental positif. Par exemple, on va te parler de Elon Musk. Elon Musk aujourd'hui fabrique des voitures électriques. Il va te dire, ok, je préfère fabriquer des voitures électriques parce que premièrement, ça permet déjà, vous savez que les voitures à combustion à essence polluent beaucoup l'atmosphère, avec que ce soit les déchets, que ce soit la fumée qui provient de la combustion de l'essence, du gasoil et tout. Ça pollue l'atmosphère et ça pollue la couche d'ozone. Un entrepreneur, par exemple, comme Elon Musk qui fabrique des voitures électriques, bon, c'est vrai qu'il n'est pas le seul dans ce secteur. Déjà, ils font déjà ça de l'entrepreneuriat social parce que quand une voiture fonctionne avec l'électricité, premièrement,
ça permet à ce que les voitures qui ont l'habitude d'utiliser de l'essence, les gens vont beaucoup plus utiliser les voitures électriques et ça aura moins d'impact de pollution atmosphérique. Donc ça, c'est un enjeu environnemental positif. Donc c'est ça. Et pour aussi avoir des investissements en actions. Ceux qui investissent en actions achètent des actions de l'entreprise pour bénéficier de la croissance de la valeur de l'entreprise. Généralement, ça c'est... On a un peu parlé de cela dans le trading. Vous allez voir que le SP500 par exemple, qui regroupe les 500 entreprises américaines les plus performantes, les gens, on vous dit aujourd'hui qu'allez acheter le SP500 parce que c'est un actif qui ne fait que croître au fur et à mesure. Et généralement, les investisseurs, si vous êtes investisseur, on va vous dire achetez le SP500. C'est vrai que moi, je ne suis pas je suis pas un conseiller financier, mais de nos jours, l'expérience a montré que le SP500 est actuellement en croissance et vous pouvez l'acheter pour pouvoir davantage gagner de l'argent lors des retours. C'est un actif qui est constamment en train de croître. Donc, ceux qui investissent en actions, c'est beaucoup plus dans les marchés financiers, dans le trading, les crypto-monnaies. C'est beaucoup plus dans ce sens-là que vous pouvez bénéficier des investissements en actions. On parle aussi des investissements en obligations. Les investissements en obligations affectent les obligations émises par l'entreprise pour bénéficier des intérêts des remboursements, des intérêts et du remboursement principal. Oui. Bon, là, on a beaucoup parlé des investissements. Vous devez aussi savoir que vous pouvez aussi bénéficier des subventions. Par exemple, l'État peut mettre des fonds afin de pouvoir subventionner votre activité. Ça peut être, même le privé en fait, c'est-à-dire que ce soit les fonds publics, le privé, ils peuvent mettre de l'argent pour pouvoir financer vos projets. Voilà, par exemple, un pays comme le Cameroun, à une certaine époque, ils ont mis un fonds de 102 milliards pour pouvoir permettre aux jeunes de pouvoir développer leur entreprise, c'est-à-dire bénéficier de ces financements-là pour développer leur entreprise. Le Cameroun en a mis sur pied il y a de façon récente. C'est vrai que c'est un projet qui n'est plus en cours, mais ce sont des subventions. Vous pouvez bénéficier des subventions auprès des particuliers, auprès de l'État, afin de pouvoir développer votre entreprise. Vous pouvez aussi avoir des crédits d'impôt. Il y a plusieurs personnes, lorsqu'elles veulent développer leur projet, et elles peuvent dépenser généralement beaucoup d'argent, que ce soit dans la création de l'industrie, que ce soit dans l'importation du matériel. Et tous ces coûts et toutes ces actions-là ont un coût. Et pour quelqu'un qui se lance encore, s'il advient qu'il doit encore payer des impôts, ça devient encore une charge supplémentaire. D'où l'État à un certain niveau, lorsque vous voulez lancer, ça dépend des pays, il peut y avoir des États dont on vous donne des allègements fiscaux, par exemple sur 3 ans, c'est-à-dire lors de vos 3 premières années de développement, vous n'allez pas payer d'impôts. Voilà, donc vous allez comme ça avoir des allègements fiscaux, ce qui va vous permettre de pouvoir réduire vos dépenses et vous permettre de pouvoir investir dans votre projet et croître de façon progressive. C'est par exemple, ils vont vous dire, c'est par exemple à partir de la 4e année que vous allez commencer à payer vos impôts. Donc, vous pouvez bénéficier des crédits d'impôt, c'est très important. Ça permet à beaucoup d'entreprises de survivre et de croître durant une certaine période. Donc, c'est ça. Vous pouvez aussi bénéficier des partenariats. Quand on parle de partenariat, ça vous permet à des entreprises de collaborer avec d'autres entreprises ou organisations pour partager les ressources et les risques. C'est-à-dire, vous voulez lancer un projet, au lieu de vous lancer avec vos fonds propres de façon unique, ou bien au lieu de vous lancer vous-même, vous allez chercher des partenariats, des personnes avec qui vous pouvez vous associer pour pouvoir lancer le projet ensemble et de minimiser les risques. Par exemple, si c'est un projet à 20 millions, vous allez par exemple chercher 20 personnes avec qui vous allez vous associer. Chacun va mettre 1 million et ça va permettre comme ça de réduire le risque dans le cas où l'activité ne marche pas en fait. Parce que si c'est un projet à 20 millions et que vous prenez tous vos 20 millions, vous mettez dans le projet, si le projet ne marche pas, vous perdez vos 20 millions.
Or, si vous choisissez, si vous cherchez 20 personnes avec qui vous vous associez et vous lancez le projet, si chacun met juste 1 million, s'il advient que le projet marche, c'est bon. S'il advient que le projet ne marche pas, vous perdez juste 1 million. Donc, c'est une stratégie que beaucoup de personnes mettent aussi en place pour pouvoir ne pas dilapider ou bien pour minimiser les risques en fait. Vous créez des partenariats avec d'autres personnes afin de pouvoir minimiser les risques et vous partager afin de partager les risques de façon équitable dans la mesure où que ça se passe bien, que ça se passe mal en question. Oui. Donc, ça c'est de façon grosso modo, c'est comme pour parler au niveau de la gestion des actifs financiers. Et vous devez savoir qu'il est important de choisir l'option qui convient au mieux afin de pouvoir développer et atteindre vos objectifs lorsque vous êtes en entreprise. Bon, là, c'est comme vous pouvez dire sur ce volet. Si vous avez des questions, vous pouvez poser en inbox et on prendra le temps de pouvoir mieux vous suivre de façon beaucoup plus personnelle. Pardon. Ou bien de vous donner nos retours en fonction de notre expérience, de notre petite expérience sur le plan de la gestion financière en entreprise. C'était Philian Justa et je vous dis à très bientôt.